Alors, on se plonge aujourd'hui dans la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et plus particulièrement sur un match qui fait déjà beaucoup parler. Celui du 26 décembre dans le groupe A. Il oppose le pays hôte, le Maroc, à une équipe du Mali qui joue déjà sa survie. Et ça promet d'être électrique. Ah, électrique, c'est exactement le mot. D'un côté, on a le favori absolu qui joue à domicile. Et de l'autre, un outsider de grand talent, mais qui est déjà au bord du précipice après un seul match. C'est un scénario de très très haute tension dès le début du tournoi. Pour préparer cette analyse, on a vraiment ratissé large. On a des analyses tactiques très pointues, des comptes rendus de match, les conférences de presse des deux coachs, et même le script d'un podcast de supporters maliens. Et ils ne mâchent pas leurs mots, je peux vous le dire. Non, c'est clair. Notre mission, c'est de dépasser le simple pronostic, pour vraiment comprendre ce qui se joue ici. La gestion de la pression pour l'un, la survie pour l'autre, et en toile de fond, une grosse polémique avec la FIFA. Exactement. On va voir que ce match, c'est un concentré de tous les enjeux du football moderne, quoi. Le sportif, le psychologique et même un peu le politique. Alors, commençons par le début. Le premier tour, il a dessiné deux trajectoires, radicalement opposées. Pour le Maroc, les Lions de l'Atlas, c'est le départ de rêve. Victoire 2-0 contre les Comores, nette et sans bavure. Et sans bavure, on peut le dire. Et sans bavure, voilà, un but de Brahim Diaz et, il faut le souligner, un ciseau retourné absolument somptueux d'Ayoub El Kaibi. Du coup, ils prennent la tête du groupe A avec 3 points. On ne pouvait pas imaginer un meilleur départ. Ce qui est fascinant, c'est que cette performance, ce n'est pas un accident. Elle s'inscrit dans une dynamique de puissance qui dépasse largement le simple avantage de jouer à la maison. L'équipe surfe encore sur l'énergie de sa demi-finale historique à la Coupe du Monde. Et les chiffres qu'on trouve dans nos sources sont vertigineux. On parle d'une série en cours de 18 victoires consécutives. Attends, 18 victoires de suite. C'est colossal au niveau international. Mais ce qui est encore plus fou, c'est leur solidité défensive. C'est là que ça devient presque irréel. Sur ces 18 matchs, ils n'ont encaissé que 4 buts. 4. C'est une forteresse. Les analystes tactiques pointent un système mis en place par Walid Regragui qui est incroyablement discipliné et adaptable. C'est un bloc collectif qui semble impénétrable. Une véritable machine de guerre, donc. Mais une machine qui porte sur ses épaules une pression monumentale. Un des articles décrit une scène très révélatrice. Dans les couloirs du centre d'entraînement, il y a des affiches géantes de l'équipe de 1976, partout. C'est la seule et unique équipe marocaine à avoir gagné la CAN. Le message est clair, hein ? Oui, le message est, c'est votre tour, il faut la gagner maintenant. Regragui lui-même le martèle, l'objectif c'est de garder la coupe à la maison. Et pendant que le Maroc vit ce rêve sous pression, de l'autre côté, pour le Mali, c'est le début du cauchemar. Les Aigles sont dans une situation critique dès le départ. Leur premier match contre la Zambie s'est terminé sur un 1-1 et toute la presse le qualifie de nul frustrant. Frustrant parce que, d'après tous les comptes rendus, ils ont archi-dominé la rencontre, et ça, Ouais, ce n'était pas un match équilibré. pas du tout. Et c'est ça qui rend le résultat si douloureux pour eux. Toutes les sources concordent, le Mali a eu la possession, les occasions, la maîtrise. Mais ils ont fait preuve d'un manque de réalisme terrible. Beaucoup de talent, mais pas de tueur devant le but. Mais est-ce que cette inefficacité, c'est un problème récurrent chez eux, ou c'est juste un accident sur ce match? C'est une excellente question. Parce que leur parcours de qualification était justement très solide et efficace. C'est ce qui rend ce premier match si inquiétant. Est-ce le début d'un blocage psychologique ? Et le scénario du match n'a rien fait pour arranger les choses, bien au contraire. Ah oui, le déroulé du match, c'est un véritable crève-cœur pour eux. On a d'abord ce pénalty raté par El Bilal Touré juste avant la mi-temps. Déjà, c'est un coup dur. Ensuite, l'ACN Signaco arrive enfin à marquer. On se dit, ça y est, ils ont fait le plus difficile. Et là, effondrement total à la 92e minute. L'égalisation de Patson Daka sur une tête plongeante spectaculaire. C'est le pire scénario possible. Passer si près de la victoire et tout perdre dans les arrêts de jeu, mentalement, c'est terrible. Tu passes de 3 points quasi assurés à un seul. Et tu te retrouves, comme le disent les analystes, au pied du mur. Et ça, avant même de devoir affronter le grand favori du tournoi chez lui. Cette pression, elle est immense. Et elle ne vient pas que du terrain. On le sent bien, oui. Surtout quand on lit les déclarations de leur sélectionneur, le Belge Dom Sanfiet, il est au centre de l'attention. Et il est visiblement très en colère. Pas seulement contre le sort, mais contre la FIFA. C'est un point central qui ressort de nos sources, oui.
Saint-Fiet n'y va pas par quatre chemins. Il accuse ouvertement la FIFA de ce qu'il nomme un manque de respect flagrant envers le football africain. Ce sont des mots très très forts. Oui, et il vise cette décision d'autoriser les clubs européens à garder leurs joueurs jusqu'au 15 décembre. Ça veut dire des matchs à haute intensité à peine 6 ou 7 jours avant le coup d'envoi. Exactement. Et pour le Mali, les conséquences ont été désastreuses. Deux de leurs cadres, deux joueurs essentiels, se sont blessés lors de leur tout dernier match en club. On parle du défenseur Sikou Niakate, qui joue à Braga, et de l'expérimenté Amari Traoré du Paris FC. C'est une hécatombe. On comprend mieux l'ironie très amère dans sa déclaration quand il lance un simple « merci à la FIFA pour ça ». Ça en dit long sur son sentiment d'impuissance. Et il faut replacer cette frustration dans un débat plus large. Ce n'est pas juste un coup de sang isolé. Saint-Fiet critique aussi la décision de la CAF de faire passer la CAN à un rythme de 4 ans à partir de 2028. Pour lui, c'est renoncer à la spécificité du foot africain. On sent cette perception que le calendrier africain est toujours sacrifié. C'est un débat qui semble éternel malheureusement. Et comme si ça ne suffisait pas, entre les blessures et la polémique, il y a une énorme interrogation qui plane sur leur star, Yves Bissouma. Il est décrit partout comme le potentiel facteur X de ce match. Son cas est d'une complexité folle. D'un point de vue sportif, déjà, il a manqué le premier match. Il est en phase de reprise après une opération à la cheville en août. Et il n'a joué que 72 minutes cette saison. 72 ! C'est famélique pour un joueur de son calibre. Et c'est là que l'histoire prend une tournure beaucoup plus profonde, plus humaine. En lisant ses interviews, on sort complètement du cadre sportif. Il a parlé de ses propres démons avec une franchise assez désarmante. C'est très poignant, oui. Il a utilisé des mots extrêmement forts. Il parle de la peur, la panique, la paranoïa, la dépression, les nuits blanches. Il a même présenté des excuses publiques aux supporters en expliquant vouloir tourner la page. Son retour sur le terrain, c'est donc bien plus qu'une question physique. C'est fou d'entendre ça. Ça change complètement la perspective. On n'est plus en train de se demander si sa cheville va tenir, mais surtout comment il va gérer mentalement cette pression. C'est un enjeu humain. Absolument. Il se voit comme un leader. Il a déclaré que, pour nous, la CAN est comme une Coupe du Monde. Son entraîneur espère pouvoir le faire jouer contre le Maroc, ne serait-ce qu'un peu. Sa simple présence sur la feuille de match pourrait tout changer psychologiquement pour l'équipe. C'est un énorme pari. Un pari qui nous amène tout droit au duel tactique et psychologique. Alors, avec tout ça, comment ce choc se présente sur le papier ? Commençons par le Maroc, qui semble être un rouleau compresseur. Côté marocain, tous les voyants sont au vert. La confiance est au maximum. Et ils viennent de recevoir une excellente nouvelle, le retour d'Achraf Hakimi. Il avait été ménagé au premier match, mais il s'est déclaré prêt à jouer. C'est une arme offensive phénoménale qui revient. Donc, si on résume leurs forces, on a la créativité de Brahim Diaz, cette défense de fer, le retour de Hakimi, et bien sûr, le public. Le public, c'est peut-être leur plus grand atout. Le match se joue à Rabat, 60 000 spectateurs. Toutes les analyses décrivent ce stade comme un véritable 12e homme, capable de transcender l'équipe. L'ambiance s'annonce absolument électrique, voire hostile pour les Maliens. D'accord, le tableau est impressionnant pour le Maroc. Mais en face, est-ce que le Mali a des armes pour les faire déjouer, au-delà de l'espoir Bissouma, je veux dire ? Malgré tous leurs problèmes, il ne faut surtout pas les enterrer. L'équipe a de vraies qualités. Saint-Fiet qualifiait son milieu de terrain de bénédiction en raison de sa profondeur et de sa qualité technique. Et il ne faut pas oublier que leur parcours en qualification a été excellent, avec la meilleure défense de tous les groupes. Ils savent être solides. Et il y a des individualités qui peuvent faire la différence, hein ? Oui, on parle beaucoup d'un jeune, Kamouri Doumbia, un talent brut capable d'un coup d'éclat. Mais le plus grand obstacle pour le Mali, il n'est peut-être pas sur le terrain. Il est dans l'histoire. Une ombre immense plane sur ce match. Ah, les statistiques historiques. Elles sont si cruelles. Et là, elles sont écrasantes. Le Mali n'a pas battu le Maroc en match officiel depuis 2006. Et pire encore, le podcast des supporters maliens qu'on a consulté parle d'une plaie ouverte. Il s'agit d'une défaite 6-0 en 2017. Une humiliation. C'est un traumatisme qui peut ressurgir. Un traumatisme qui se reflète dans les pronostics, j'imagine. Sans appel. Une analyse donne 71% de chances de victoire au Maroc, 27% pour un nul et seulement 2% pour le Mali. 2%. C'est dire si la montagne est immense. Ce qui nous amène à la conclusion. Au fond, qu'est-ce que ce match représente, au-delà des 3 points ? Pour résumer, je dirais que c'est un test de caractère pour les deux. Pour le Maroc, c'est un test de sa capacité à gérer cette pression colossale.
On sait que gagner une grande compétition à domicile, c'est une des choses les plus difficiles dans le sport. C'est un test de maturité pour eux. Et pour le Mali? Pour le Mali, c'est un test de résilience pure. Peuvent-ils se relever face à l'accumulation d'adversités? Le résultat, les blessures, la polémique, l'histoire. Comme le dit Saint-Fié, ils sont dans le groupe de la mort. Et ce match, c'est le cœur du réacteur. Et il y a aussi cette dimension qui dépasse le terrain, ce que certaines analyses appellent le soft power. Oui, c'est un enjeu géopolitique majeur. Le Maroc utilise cette CAN comme une vitrine. En montrant son excellence organisationnelle, ses infrastructures de classe mondiale, le pays envoie un message politique fort sur son influence. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure. Les sources sont élogieuses sur la logistique, mais plusieurs mentionnent, presque en passant, un détail qui contraste: les énormes difficultés de billetterie pour les supporters étrangers. Un désastre, selon certains. Et ça soulève une question finale. Une question qui est peut-être la clé de tout. Organiser un événement, c'est une chose. Mais gérer la pression psychologique d'une nation qui attend un titre depuis près de 50 ans, c'en est une autre, bien plus imprévisible. L'histoire récente avec la Côte d'Ivoire, qui a failli s'effondrer à domicile, a montré que le poids des attentes peut être un fardeau aussi lourd qu'un avantage. Le plus grand adversaire des Lions de l'Atlas, ce n'est peut-être pas le Mali. Peut-être même. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un match qui est bien plus qu'une simple rencontre de foot. Un véritable choc des ambitions à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors, allons-y. Le 26 décembre 2025, c'est la date à retenir. Le Maroc, à domicile, les Lions de l'Atlas contre les Aigles du Mali. Et là, les enjeux sont juste colossaux. Pour bien comprendre toute la tension, il faut d'abord jeter un œil au classement. Et ce tableau, il dit tout. Regardez bien. Le Maroc, en tête, tranquille, 3 points, plus 2, après une victoire 2-0. Impeccable. Mais derrière, eh bien c'est plus compliqué. Le Mali et la Zambie, à égalité avec un tout petit point, après un match nul assez dramatique. Donc on a une configuration parfaite pour un match sous haute tension. Une équipe qui a tout à perdre, le Maroc, et une autre, le Mali, qui n'a plus le droit à l'erreur. Alors, commençons par les hôtes, le Maroc. Et là, on ne parle pas juste de favoris, non. Le mot qui revient, c'est machine de guerre, surtout à la maison. Et qu'est-ce qui fait leur force? C'est simple, leur défense. C'est un mur, un vrai mur. Tenez-vous bien, sur leurs 18 dernières victoires d'affilée, un record du monde au passage, ils n'ont encaissé que 4 petits buts. 4. Et sur ces 18 matchs, 16 étaient à domicile. C'est juste monstrueux comme stat. Et la mission allait on ne peut plus claire. Le sélectionneur Walid Regragui l'a dit et redit, garder la coupe à la maison. C'est tout. Le pays entier attend ça depuis 1976. La pression doit être absolument dingue. Bon, maintenant, changeons complètement de décor, on passe au Mali. Et là, l'ambiance, c'est tout l'inverse. Les Aigles, eux, sont blessés, ils sont en mode remobilisation générale, parce que le début de tournoi, il a été, très très compliqué. Pour donner une idée, leur premier match contre la Zambie, c'est le scénario catastrophe, ce qu'on appelle un nul frustrant. Ils dominent tout le match, ils mènent 1-0, on se dit que c'est bon. Et là, bam, 92e minute, une tête plongeante venue de nulle part, la victoire qui s'envole. Résultat, 1 point au lieu de 3. Autant dire que ça fait très très mal au moral. Et comme si un malheur n'arrivait jamais seul, en plus de ce nul rageant, il y a la cascade de blessures. Et pas n'importe lesquelles, on parle de 3 joueurs cadres, 3 piliers de l'équipe, dont le capitaine, qui sont out. C'est un cauchemar pour n'importe quel coach. Alors forcément, ça nous amène à la bataille des coachs. C'est fascinant parce qu'on a 2 hommes, 2 styles, 2 philosophies, et surtout 2 pressions complètement différentes à gérer. Le drame humain, il se joue aussi sur le banc de touche. D'un côté, on a donc Tom Saint-Fiet, le sélectionneur malien. Et lui, il est en colère. Il a sorti la sulfateuse contre la FIFA. Il pointe du doigt les clubs européens qui libèrent les joueurs au dernier moment. Et pour lui, c'est la cause directe des blessures. C'est un coup de gueule, une vraie bataille pour le respect du football africain. Et de l'autre côté, Walid Regragui pour le Maroc. Sa bataille à lui, elle est interne. C'est de la psychologie pure. Comment gérer des attentes qui sont juste stratosphériques? Comment faire pour que les 60 000 supporters dans le stade soient une vague qui porte l'équipe et pas un poids qui l'écrase? C'est ça son défi. Mais au-delà des coachs, il y a d'autres éléments qui vont peser lourd, très lourd dans la balance. On peut appeler ça les facteurs X. Il y en a 3. Les stats, l'historique des confrontations et le physique d'un joueur en particulier. Commençons par les chiffres bruts. Et là, attention, ça pique.
Les probabilités de victoire. Le Maroc est à 71%, le nul à 27% et le Mali, 2%. Oui, 2%. C'est une montagne statistique à gravir pour eux. C'est David contre Goliath, version CAN. Et si les stats ne suffisent pas, il y a l'histoire. Et elle n'est pas vraiment du côté du Mali, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas une seule victoire officielle contre le Maroc depuis 2006. Et puis il y a cette cicatrice encore bien visible, le 6-0 de 2017. Une déroute monumentale qui a dû laisser des traces. Mais il y a peut-être une lueur d'espoir pour le Mali. Un joker. C'est le retour possible de leur capitaine, Yves Bissouma. Il revient de blessure, il a manqué le premier match, mais il pourrait être là contre le Maroc. C'est la grande question. Est-ce que lui, ce Facteur X, peut à lui seul changer la donne, stabiliser le navire et qui sait, créer la surprise? Alors pour résumer, qu'est-ce que tout ça signifie en termes de qualification? Pour le Maroc, c'est assez simple. Une victoire et la première place du groupe est presque dans la poche. Mais pour le Mali, c'est une autre histoire. C'est une question de survie. Voilà les options qui s'offrent au Mali. Et c'est très clair. S'ils gagnent, ouf, la qualif est quasiment assurée, ils reprennent le contrôle. S'ils font match nul, bon, ils sont encore en vie, leur destin reste entre leurs mains. Mais s'ils perdent, alors là, c'est la panique. Il faudra non seulement gagner le dernier match, mais aussi sortir la calculatrice et prier pour que les autres résultats aillent dans leur sens. En clair, ils n'ont plus de joker. Et c'est ça qui nous amène à la question finale, la question qui rend ce sport si passionnant. Est-ce que le favori, écrasé par la pression, va tenir son rang et se comporter en champion? Ou est-ce que l'outsider, blessé, acculé, va trouver les ressources pour nous offrir une surprise monumentale? Un de ces retournements de situation qui marquent l'histoire d'une compétition. Eh bien, la seule certitude qu'on ait, c'est que la réponse, on l'aura sur le terrain.